Veillée étrangère. La vigne de Todor était belle cette année-là, peut-être la plus belle depuis 20 ans. Depuis que son père lui avait transmis les rangées, rangée par rangée, comme on transmet un secret. Les grappes gonflaient dès la mi-juillet, lourdes et sombres, presque noires à la lumière du matin. Todor les touchait du bout des doigts chaque matin avant le café, comme on touche le visage d'un enfant endormi. Ce matin-là, un mardi de la fin août, le ciel était blanc. Pas blanc de chaleur, blanc de quelque chose d'autre. Un blanc laiteux, immobile, qui n'avait ni nuages ni soleil et que les oiseaux avaient fui depuis l'aube. Todor avait remarqué le silence. Il ne l'avait pas nommé. À midi, le vent a changé. Il n'est pas venu progressivement, comme les vents normaux. Il est arrivé d'un coup, d'un endroit précis à l'est, et il sentait le fer, le froid et quelque chose que Todor n'arrivait pas à identifier. Une odeur ancienne, comme de la terre remuée dans un endroit qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Les premières billes de glace ont touché le sol à 13h32. Todor le savait parce qu'il regardait l'horloge de la cuisine quand il a entendu le premier impact sur le toit en tuiles. Puis le deuxième. Puis un bruit continu, sourd et sans pitié, comme si quelque chose là-haut avait décidé, méthodiquement, de défaire ce qu'il avait mis 20 ans à construire. En 17 minutes, la vigne de Todor n'existait plus. Les voisins sont venus après. Ils ont regardé les rangées écrasées, les feuilles déchirées, les grappes éparpillées dans la boue comme de petits cadavres violets. Aucun d'entre eux n'a dit orage. L'un des anciens, un homme de 82 ans qui ne parlait plus beaucoup, s'est approché du bord du champ, a regardé l'horizon à l'est et a dit simplement « Elle a mangé ?» Dans les Balkans, il existe des tempêtes qui ne ressemblent pas aux autres. Elles surgissent par temps calme. Elles frappent un champ et épargnent le suivant sans logique apparente. Elles arrivent par l'est ou par le nord, accompagnées d'un vent qui n'a pas d'odeur normale, et elles laissent derrière elles une destruction totale, comme si quelque chose avait voulu manger et avait mangé. Ce quelque chose a un nom. En bulgare, on dit Allah, parfois Hala. Le mot est ancien, plus vieux que le christianisme dans ces terres, plus vieux que les empires qui se sont succédés sur ces collines. Il désigne une créature femelle, un démon de mauvais temps, une entité dont le seul but est de conduire les nuages de grêle jusqu'aux champs fertiles pour dévorer les récoltes ou les emporter, selon certaines versions, dans un endroit qu'on ne peut pas nommer. Personne ne s'accorde tout à fait sur son apparence. Certains disent qu'elle ressemble à un vent noir, une colonne d'air sombre qui avance en spirale et qu'on peut voir parfois à la limite du champ visuel, à condition de regarder exactement au bon endroit et de ne surtout pas regarder trop longtemps. D'autres la décrivent comme une créature immense, à forme indéfinie, avec une gueule démesurément grande, une dragonesse, un corbeau de la taille d'une maison. Et puis il y a ceux qui l'ont vue sous forme humaine. Ce sont les témoignages les plus troublants. Une femme grande, aux cheveux noirs dénoués, aux yeux d'un brun si foncé qu'ils paraissent vides dans la pénombre. Elle marche au bord des vignes par temps de pré-orage. Elle touche les feuilles avec ses doigts. Et si vous croisez son regard sans lui montrer de respect, si vous lui tournez le dos, si vous dites son nom à voix haute avec mépris, si vous levez le poing vers le ciel qui noircit au-dessus d'elle, elle se souvient. « Vous n'avez pas été aimable, dit-on qu'elle dit parfois. Votre vigne sera belle l'an prochain. » Ce n'est pas une promesse. L'Ala est documentée dans le folklore balkanique depuis des siècles. On la trouve dans les récits bulgares, macédoniens, serbes, et les variantes locales diffèrent légèrement selon les régions, comme si la créature elle-même s'adaptait aux terres qu'elle parcourait. Le mot Allah vient probablement du turc ejderha, ou d'une racine pré-slave plus ancienne encore, ancrée dans les croyances des peuples qui habitaient les Balkans avant les grandes migrations. Les ethnologues du XIXe siècle qui ont commencé à collecter ces récits ont été frappés par leur cohérence. Des villages distants de plusieurs centaines de kilomètres décrivaient la même créature avec les mêmes détails, sans contact entre eux. Ce qui distingue l'Ala des autres démons de mauvais temps, c'est sa relation aux humains. Elle n'est pas simplement destructrice,
elle est complexe. On peut être en bon terme avec elle. Dans certains villages, des familles entières se transmettaient, de génération en génération, la faveur d'une Allah particulière, qui protégeait leurs récoltes, les enrichissait, les avertissait des tempêtes à venir. Ces familles étaient considérées avec un mélange de respect et de méfiance. Avoir l'amitié d'une Allah, c'est bénéfique, mais c'est aussi une forme de dette. Et les dettes envers des entités non humaines ont tendance à se présenter à des moments inattendus, sous des formes qu'on n'avait pas anticipées. Les récits mentionnent aussi autre chose. L'Allah mange les enfants. Pas tous, pas souvent. Mais les enfants qui traînent seuls dans les champs quand le ciel commence à blanchir, quand les oiseaux se taisent, quand le vent tourne à l'est, ces enfants-là, si personne ne les rappelle à l'intérieur à temps, peuvent disparaître. Et les anciens diront qu'on n'aurait pas dû les laisser sortir ce matin-là, qu'il y avait des signes. Il y a toujours des signes dans les légendes des Balkans. Le problème, c'est qu'on ne les reconnaît qu'après. Il faut remonter loin maintenant, très loin. À l'époque où les peuples slaviques s'installaient dans les Balkans, au 5e et 6e siècle de notre ère, ils rencontrèrent dans ces terres quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur propre mythologie. Les peuples qui les avaient précédés, Thraces, Illyriens, habitants des plaines et des montagnes que personne n'a tout à fait su nommer, laissèrent derrière eux non pas des temples ni des livres, mais des croyances, des histoires chuchotées, des noms qu'on ne prononçait pas à voix haute. L'une de ces croyances concernait les tempêtes. Les anciens habitants des Balkans croyaient que les orages de grêle n'étaient pas des phénomènes naturels. Ils étaient des actes de volonté. Derrière chaque nuage destructeur, il y avait un guide, une entité qui choisissait, qui décidait que ce champ, cette vigne, cette récolte, et pas celle d'à côté, méritait d'être dévastée. Les slaves qui arrivèrent absorbèrent cette croyance et la mêlèrent à la leur propre. Dans leur mythologie, il existait déjà des démons du vent, des esprits des eaux noires, des créatures qui se nourrissaient de la peur humaine. En fusionnant avec la croyance plus ancienne des Balkans, quelque chose de nouveau émergea. Quelque chose de plus précis, de plus personnel. Là, on raconte qu'au début il n'y en avait qu'une, une seule créature immense qui parcourait tous les Balkans en une nuit et choisissait où frapper. Mais au fil des siècles, à mesure que les villages se multipliaient, que les vignes couvraient les collines, que les céréales remplissaient les plaines, elle se divisa, se fragmenta, ou peut-être engendra-t-elle des filles. Les récits ne s'accordent pas sur ce point. Ce qui est certain, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses halles, chacune avec son territoire, chacune avec ses habitudes. Certaines sont plus violentes, d'autres plus calculatrices. Certaines frappent par caprice, d'autres gardent une mémoire longue des offenses reçues. Il existe une histoire, une seule, trouvée dans plusieurs variantes dans les archives folkloriques du XIXe siècle, qui concerne un homme nommé différemment selon les versions. Stoyan, Dragomir, parfois simplement le vigneron. Cet homme avait fait quelque chose de rare. Il avait parlé à une Allah, pas en la priant, pas en lui offrant des cadeaux, mais en la rencontrant par hasard au bord de son champ, à l'aube, alors qu'elle avait encore sa forme humaine. Il ne savait pas ce qu'elle était. Il lui avait simplement offert une grappe de raisin, parce que c'est ce qu'on fait dans les Balkans quand on rencontre quelqu'un au bord de sa vigne. On offre. Elle avait pris la grappe, elle avait mangé, puis elle lui avait regardé les yeux longtemps et lui avait dit « Tu es généreux sans raison. C'est rare. » Il n'avait pas répondu. Il avait simplement hoché la tête. « Tes enfants seront en bonne santé, avait-elle dit enfin, et ton grain survivra aux tempêtes de septembre. » Elle était partie dans la direction de l'Est. Stoyan était rentré chez lui sans se retourner, parce que les anciens disent que si on se retourne quand une Allah part, elle interprète ça comme un manque de confiance. Et un manque de confiance avec une Allah, c'est une insulte qu'elle n'oublie pas. Cette année-là, les tempêtes de septembre frappèrent tous les champs alentours. Pas celui de Stoyan. Dans les villages bulgares qui pratiquent encore les anciennes traditions, il existe un art subtil, celui de traverser une tempête de grêle sans offenser ce qui la conduit. On ne crie pas contre le ciel, on ne lève pas le poing, on ne dit pas «
ce n'est que du vent. Parce que cette phrase, dans un certain contexte, à un certain moment, peut être entendue comme une provocation. On rentre à l'intérieur, on ferme les volets, et si on croise le regard d'une femme aux cheveux noirs au bord du champ, juste avant que la grêle commence, on baisse les yeux et on dit doucement, dans sa propre langue. Sois la bienvenue. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la politesse envers quelque chose qu'on ne comprend pas entièrement, mais qui manifestement est là. Lala nous parle d'une peur très ancienne, la peur de la destruction arbitraire. Le fait que tout ce qu'on a construit patiemment, une vigne, une maison, une vie, peut disparaître en 17 minutes sous une tempête qui ne semble obéir à aucune logique, à aucune justice. Les cultures agraires ont toujours eu besoin de donner un visage à cette destruction pour pouvoir la négocier, même symboliquement. Donner un nom à ce qui peut vous détruire, c'est la première étape pour espérer s'y adapter. Le problème, c'est que les entités qui ont un nom ne restent pas toujours là où on les attend. Je suis Damien Black, vous écoutez Veillée étrangère. La semaine prochaine, nous quittons les Balkans pour plonger dans une forêt d'un autre continent, là où les arbres ont des mémoires et où ceux qui s'y perdent ne reviennent pas toujours avec la même forme qu'en partant. La grêle ne frappe jamais 2 fois au même endroit, ou du moins c'est ce qu'on se dit. Veillée étrangère.